La radio de la communauté en direct du studio central. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, invité de ce journal de la communauté, M. Albert Lombo, ami de la rédaction. Avec Albert, nous parlons des à côté de l'inhumation du professeur Pascal Lissouba. Vous vous souviendrez que cette inhumation avait eu lieu le 31 août dernier. Aujourd'hui, sur la toile, vous pouvez lire des publications, suivre des vidéos, parmi lesquelles celle de notre ami Albert Lombo, vidéo faite en langue Nzebi ou Nzabi, comme vous le prenez, alors que le grand public n'a pu comprendre. Alors j'ai cru devoir inviter Albert Lombo pour faire une traduction, donc nous allons suivre ses propos avec Albert qui est sur cette antenne pour que les auditeurs de la radio de la communauté soient informés sur le contenu de cette intervention que beaucoup qualifient de musclée. Alors, Albert, bonsoir. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir. Voilà. Vraiment, merci beaucoup de me donner encore une telle occasion et merci vraiment de pouvoir m'interviewer sur effectivement ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps en langue. Merci. Voilà, Albert Lombo, je sais que vous avez également publié une déclaration en français que je fais suivre sur notre page, la radio de la communauté, mais pourquoi avoir fait une vidéo en Nzebi quand on sait que le but justement de cette publication était de couvrir un large public, de sensibiliser les Congolais? Merci beaucoup, mais c'est une très bonne question. Vous savez que nous avons tendance à oublier nos origines. Et c'est parce que nous galvaudons, nous oublions nos origines sur l'intérêt de l'unité, soit-il ou soit-elle. Nous ignorons nos origines parce que, bon, on se dit que on est nationaliste. Non. Être nationaliste, ce n'est pas oublier ses origines. Si j'ai parlé en langue Nzebi, c'est parce que Lissouba est avant tout un Banzebi et un Banzebi qui meurt à des rites. Et j'ai voulu parler en langue pour pénétrer l'unique sensibilité de tous les Banzebi du monde entier. Nous appartenons, notre ethnie appartient à deux pays, le Gabon et le Congo. Et j'étais obligé de cibler d'abord parce que le Nzebi a des expressions qu'on ne peut pas traduire en français. Et vous savez que nos langues maternelles ont souvent d'une carence. Et comme nous avons honte de cette carence, à un certain moment, on s'est dit non, écoute, on ne parle pas nos langues. Mais au Congo, moi j'aime bien mes frères du Poul qui à un certain moment mélangent tout. Et certains Congolais comprennent malgré tout. Bien que cette langue est populaire, mais au moins maintenant, j'ai voulu parler en Nzebi pour sensibiliser et pour atteindre la sensibilité de tous les Nzebi du monde entier. Voilà, Albert Lombo, maintenant vous allez devoir atteindre la sensibilité de tous les Congolais. Donc, qui vous suivent sur la radio de la communauté. Première question. Deuxième question, à quel titre avez-vous fait cette déclaration? À plusieurs titres. Je fais cette déclaration à plusieurs titres. Je ne suis pas ceux-là qui oublient leurs racines. Je fais cette déclaration parce que, avant d'être chauffeur, je suis un Monzebi. Et avant de travailler chez le président, donc à la présidence, disons le mieux, à la présidence, j'existe d'abord quelque part. Donc je ne suis pas ceux-là qui pensent qu'ils appartiennent à l'Afrique sans un village, donc sans un pays africain, et qu'ils appartiennent dans un pays africain sans une région de ce pays, et qu'ils appartiennent dans cette région sans appartenir à un village et sans appartenir à une tribu, sans appartenir à un clan. Et pour nous les Nzebi, nous avons sous les clans, nous avons les
ce qu'on appelle les ventres et nous avons ce qu'on appelle les maisons. Donc, c'est ça la famille, c'est ça la racine et c'est ça la culture. Donc, j'ai parlé à plusieurs titres, enfants et membres de l'UPADES et puis un membre créateur d'un courant ici aux États-Unis. Voilà. Albert Lombo, maintenant, nous passons au rite, le rituel comme tel. Vous êtes un Nzebi. Comment enterrez-vous les corps là-bas, donc dans les Tingidi, Mayoko, Minda et autres? Parlez-nous de ça. Quand il y a un patriarche comme celui-ci, le dernier, comme certains l'appellent, le dernier pharaon, mais c'est un dernier patriarche de mon clan, du clan de mes pères. On l'enterre comment? Quand un patriarche meurt, le soir, on donne l'information demain et peut-être demain soir, pour ne pas dire le surlendemain. Parce que quand un patriarche meurt, on l'arrange, on traite avec son entourage et on décide à quel moment annoncer sa date. Mais vous voyez déjà que il meurt à la même heure, on annonce déjà sa mort. Et du 24 au 31, c'est l'enterrement. C'est vrai que nous avons une épidémie qui sévit dans le monde entier, mais je pense bien que Perpignan, c'est chez lui, il a la nationalité française. Je comprends peut-être qu'il n'était pas entouré des Banzébi purs. C'est pourquoi on a annoncé sa mort subitement. Mais non, ça c'est l'annonce de la mort. Mais non, quand il s'agit d'annoncer la mort, on informe le père. Parce que souvent l'enfant meurt dans sa famille, c'est la femme qui doit annoncer au père. Oui, si la femme a des frères, il informe ses frères, il dit votre beau-frère vient de trouver la mort. S'il meurt chez sa maman, ce sont ses oncles qui annoncent à son père. Après avoir annoncé, les gens se retrouvent et décident de son enterrement. Aujourd'hui, nous avons des morgues et on le met à la morgue et on décide de son enterrement. Il faut que tout le monde soit au courant. Tout le monde, donc tous les villages doivent venir, tous les clans. Parce que chez nous, le clan, c'est comme l'appareil digestif d'un primate qui, à un certain moment, les intestins s'entrelacent, les intestins se tressent. Donc, voilà le clan, voilà le Nzebi. Oui, et à partir de là, quand on enterre, c'est le père qui enterre son fils. Et c'est le père qui rend compte aux oncles. C'est en ce moment-là qu'on se situe à partager le reste. Parce que quand il y a un décès chez nous, il y a une partie des biens qui ont été donnés lors de sa mort. L'argent, l'épargne, tout. Parce que chez nous, il y a ceux qui n'ont pas de l'argent qui peuvent amener une hache. Il y a ceux qui n'ont pas de l'argent qui peuvent amener un pagne et ainsi de suite. Maintenant, cela, on regroupe ça pour les enfants et les petits-fils. Les enfants dont je fais allusion ici ne sont pas ces enfants nucléaires, ces enfants biologiques, comme on les dit.
ce sont les enfants du clan. Parce que le clan est différent de la famille qu'on appelle le Bota. Alors, c'est en ce moment qu'on partage ce qu'on appelle le Kondo, donc on partage les biens des obsèques. Et c'est à partir de là que les enfants vont se rendre compte de qui est membre de leur clan. Vous avez raison, et qui est rattaché à leur père. C'est pourquoi, quand j'appelle mon aîné, qui a été aux obsèques, quand je l'appelle pour dire que comment on a partagé Condro, donc c'est un mot que je n'arrive pas à déterminer, mais les obsèques, c'est vraiment vague. Condro, c'est quelque chose que nous ramenons au décès. Et bon, c'est-à-dire qu'à une appartenance propre du décès. Comment vous avez partagé le Condro avec les enfants de ton père? Alors, j'ai été comme si j'avais, je ne sais pas, il a ri, fatigué. Il dit, mais tu es où, toi? Où est-ce que tu te trouves? J'ai dit, mais donc, c'est comment? Ça s'est passé comment là-bas? Il dit, mais tu penses que tu peux ramener ton papa là à ce niveau? J'ai dit, oui, oui, on y arrivera un jour. Parce que c'est à partir de là que nous devons savoir qui est effectivement son parent de premier niveau, de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième, de sixième, de septième. Albert, nous avons cette tradition-là. Albert, je voudrais un peu vous arrêter. Vous voyez que ce que vous décrivez, c'est la règle, c'est ce qui se faisait. Mais est-ce que vous pensez que de là à transposer cette réalité culturelle à Perpignan, vous avez beaucoup de choses qui s'impliquent, la culture, le conflit de génération, marié à une étrangère, et il y a là tout un tas de problèmes. Et je voudrais que nous insistions sur le problème de l'héritage comme tel que vous avez évoqué, parce que vous l'évoquez pour montrer que le professeur Pascal Lissouba, comme tel, était un homme, bon, je ne dirais pas riche, mais qui a eu une vie professionnelle respectable, et que, comme tel, ceux, donc les parents et proches, ne pouvaient pas en souffrir. Alors, parlez-nous de comment, à ce jour, devrait se repartir. D'abord, est-ce que vous en savez quelque chose, cet héritage? Est-ce que vous croyez que le professeur Pascal Lissouba, comme tel, a suffisamment de ressources, de moyens qu'il aurait laissés et qui mettraient à l'abri des parents pour éventuellement s'engager dans des manœuvres de ce qu'on a décrit, notamment de marchandage de corps? C'est là où se trouve le gros problème et c'est là où se trouve l'aliénation. À ne pas croire que Lissouba a un héritage, c'est vraiment ne plus croire à la science et ne plus croire à la technologie. Et ne plus croire à tout ce que ce monsieur a été. Lissouba a un héritage, mais vraiment un héritage incomparable. Il n'y a pas un Congolais que nous allons aujourd'hui nous hasarder à comparer avec le professeur Pascal Lissouba. Et là, je peux me permettre de parler du professeur Pascal Lissouba parce que je parlais de Lissouba parce que c'est mon père. Mais quand vous parlez de l'héritage, je pense bien que ce monsieur a travaillé. Il a des travaux intellectuels, des travaux scientifiques. Il a contribué dans les travaux du PALU. Il a contribué dans les travaux du cancer. Il a contribué il a créé des vins, donc des boissons. Je crois qu'il avait délocalisé les vins qui étaient vers les années, je crois, 70. Pour ceux qui ont grandi, il y avait le Coularom, il y avait machin. Oui, je ne dis pas. Mais il avait des travaux dans la création de ces boissons. Bibiki. Voilà. Et ces boissons ont été délocalisées
à, à notre usine de Brazzaville. Donc, et ça, c'est aujourd'hui, c'est vendu au pays, en Amérique, en Afrique du Nord, au Maghreb. Je me rappelle que l'un de ces cuisiniers nous avait fait voir une bouteille, le vin qui venait du Maroc, avec des racines de papaye à l'intérieur, si je ne me trompe pas, c'est sa création. Et je crois bien que c'est de cet héritage-là que les enfants devaient se contenter. Il y a aussi deux héritages. des retraites et autres. Hein? L'héritage que nous autres, du clan, pouvaient toucher, c'est l'héritage que je venais de parler. Que les gens amènent de l'argent, les gens amènent les pailles, les gens amènent des haches, des gens amènent des machettes, des gens amènent des marteaux en plume. En tout cas, ça, c'est l'héritage que nous autres, nous pouvons réclamer. Mais je crois que l'héritage intellectuel qu'il a produit dans le monde entier. Albert, voulez-vous parler des contributions? Il a participé. Albert? Oui. Voulez-vous parler des contributions pendant les obsèques? Oui, les contributions pendant les obsèques, chez nous, les Banzabi, on ne les partage pas tout. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une partie d'argent pour son enterrement, pour les besoins d'enterrement, pour recevoir les gens qui viennent. Mais attention, ne pas tout partager parce qu'il faut garder ce qu'on appelle Ibou. Donc, ça appartient à la famille. Donc, ça doit être partagé en fonction de votre niveau d'attachement avec le mort. Qui est son enfant proche? Qui est son petit-fils proche? Ça, c'est un héritage autre. Mais l'héritage que les enfants de l'Issouba ne devaient pas s'aliéner dans des situations, macabres, c'est son héritage qu'il a travaillé par sa tête. Ça, nous autres, on ne devait pas venir discuter avec eux, ces enfants-là, qui aujourd'hui, j'entends les noms. Heureusement ou malheureusement, que ceux qui sont impliqués avec les enfants, ceux qui ont pris ces enfants-là pour les rendre des politiques, ceux-là, ce sont ceux-là qui, à un certain moment, seraient sur son héritage, mais ils sont bien loin de lui. Alors, Albert, revenons maintenant sur cette note qui a été publiée sur votre mur et que nous avons relayée, notamment, voilà, je vais lire une partie pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui a dit que l'Issouba est mort. L'éternité de l'Issouba est bien là. Les croque-morts sont à découvert. Ce message s'adresse à Pascal Gamassa, Rosalie Lissouba, Imbangoï Claude, Laurentine Bakienga et Lissouba Gabriel. Voilà. Je suis Jacques Cyril Ndiengi. C'est petit-fils de Lissouba, Albert, et neveu de Lissouba, Pascal. C'est vrai que du vivant de Pascal Lissouba, je n'ai pas personnellement côtoyé l'entourage de son pouvoir, ni sa famille nucléaire, parce que je suis moi-même né Lissouba. Ce nom m'a été ôté 2 ans après ma naissance, donc j'ai ma fierté. Un Lissouba, c'est celui qui monte haut, qui fait des études et qui vit de son travail et de sa tête. Maintenant, le nom Lissouba est devenu une passerelle pour l'escroquerie. Voilà, je voulais m'arrêter là. On parle d'escroquerie, un moyen pour s'amasser de l'argent impur. Alors, c'est une affaire des accusations assez graves. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui se passe exactement? Est-ce que vous avez des preuves de ce que, je crois que c'est M. Nzengi affirme ici, qu'on est en train de marchander? Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve vivante. À la fin de cette lettre, vous comprenez que mon petit frère-là dit que maman, excuse-moi, je n'étais pas consulté. Oui. Ça, c'est le neveu direct
de Lissouba. Donc, le père de tous ces enfants-là, quand je dis de Mireille à Jérémie, c'est que je ne veux pas citer tous les noms. Lissouba avait 11 enfants, il y a Laurent qui est mort, donc il reste 10. Donc, de Mireille à Jérémie le Benjamin, le monsieur là, Willy là, qui parle, c'est leur papa, c'est leur patron. Et vous comprenez que dans cette note que écrit le neveu, donc l'enfant de Tantine Rosalie, il ne cite pas Jérémie. C'est à dessein qu'il ne cite pas Jérémie. Parce que c'est lui le père de Jérémie. Il sait quoi faire de Jérémie. Au temps où nous étions dans nos villages, à Malembe, à Mouvengue, comment j'appelle, à Malembe, Mouvengue, à Mbouyanjede, en passant par Koumbi là-bas, ces enfants-là ne peuvent pas parler avec celui qui a écrit la lettre là. Oui, il y a une histoire de préséance. Mais Albert, je voudrais bien... là, celui qui a écrit la lettre là, oui, peut décider du sort de tous ces enfants-là. Albert, je voudrais que vous insistiez sur les faits. Que s'est-il concrètement passé? Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu une réunion sur place et qu'on aurait, au cours de cette réunion, décidé du rapatriement précipité du corps de Pascal Lissouba, puisque l'enterrement lui-même a été un enterrement provisoire? Que les auditeurs veulent bien savoir exactement ce qui s'est passé. Ça ne commence pas à partir de sa mort. Ça commence, je crois, en 2015, quand on décide de lui prendre malade et de l'amener au Congo. C'est à cette date que les mêmes personnes qui sont citées là ont décidé d'aller à Oyo sous prétexte d'aller chercher son argent de retraite, je ne sais pas. Parce que ce monsieur-là est doublement retraité. Il est retraité à l'UNESCO, il est retraité au Congo, il est retraité partout. Mais les gens se font une mission pour aller à Oyo. Oyo, il n'y a pas une banque là-bas. La capitale politique, c'est Brazzaville. La capitale de toute l'administration du Congo, c'est Brazzaville. Ce n'est pas Oyo. Et quand il décide d'aller là-bas, d'amener son corps, le monde a réagi. Donc nous, vous allez sur les réseaux sociaux, on avait écrit une lettre qui était signée par Mikele. Mikele en Nzeri veut dire les lois. Mikele, l'interdiction. Nous avons signé ça. Mikele, à l'époque, anonyme. Mais parmi les membres qui ont rédigé cette lettre ont été pris en partie par les personnes là qui aujourd'hui, les noms sont à découvert. Et aujourd'hui, ils n'ont pas amené le corps et le malade. Ils sont allés eux-mêmes. Maintenant qu'il est mort, on apprend sa mort. Du coup, réagit de telles rumeurs. Nous, ici aux États-Unis, nous avons cru que c'était des rumeurs. Nous avons cru que c'était des rumeurs. Mais quand on est en possession sur WhatsApp, c'est un réseau aussi, ça veut dire que ça vient de quelqu'un. Et la mère de ce garçon qui a écrit est la sœur de Lissouba Pascal. OK? Oui. Donc, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Et c'est pourquoi hier, quand j'ai parlé en langue, j'ai dit ceci, je parlais au conditionnel, je posais des questions, mais de manière vraiment répétée. J'ai dit, ça c'est quelle sorte de Banzabi? Est-ce que ce que j'entends là c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai? C'est comme si je posais la question conditionnelle. Parce que c'est inimaginable, parce que c'est incroyable, parce que c'est atypique. Depuis les années 60, le nom de Lissouba défait la chronique. Le nom de Lissouba, pourtant, un humanitaire comme celui-là, qui s'est engagé à travailler pour le pays. Personne. Je ne le compare à personne. Si vous êtes journaliste, imprégnez-vous de son histoire. Vous verrez que vraiment, il n'y a pas d'égal. Donc, c'est vrai. Et j'ai été en contact. Allô? Allô? Voilà, donc Albert Lombo, invité de ce journal de la communauté, nous sommes toujours là avec lui. Nous parlons des à côté de l'inhumation du professeur Pascal Lissou. Alors Albert, nous voudrions savoir le scénario. Alors que va-t-il se passer? Notamment à Perpignan, nous savons que ce corps a été inhumé provisoirement. Alors ce deal, vous croyez savoir que ce deal est un deal vrai puisqu'il y a des parents proches qui certainement eu le vent de l'information. Que va-t-il concrètement se passer? Le corps va-t-il être transféré dans quelques jours, quelques semaines, peut-être dans quelques mois? Et où? À observer ce qui se passe, nous remarquons que la famille, c'est-à-dire que Lissouba, c'est quelqu'un qui a une malchance entre ses jambes, la famille est divisée. La famille est divisée parce que nous apprenons que parmi ses enfants, il y a des gens qui sont effectivement dans ce deal, qui étaient venus pour amener le corps au pays. Et d'autres ne pensent pas qu'en ce moment-là, il faut amener le corps au pays simplement parce que lui, il ne l'avait pas souhaité de lui-même. Et en plus, certains enfants qui, à un certain moment, sont responsables, ont vraiment l'esprit de penser qu'ils ont été boutés du pouvoir et que, par conséquent, certains enfants qui pensent de manière raisonnable qu'il y a eu d'autres chefs d'État qui sont morts, qu'il n'y a rien, il n'y a jamais eu un tel engouement sur l'envie de voir un chef d'État rentrer et se faire des honneurs par le pouvoir actuel, c'est ce qui étonne. C'est ce qui étonne chacun de nous. Et ce qui va se passer, on ne sait pas parce que ce que les déterreurs font, puisque j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le faire de manière officielle. J'ai l'impression qu'ils vont le faire de manière brutale. Parce que s'il faut faire ça de manière officielle, toute la famille, tout le clan, du côté maternel et du côté paternel, doit être unanime pour le déplacement de ce corps. Brutal, c'est-à-dire vous pensez que ce corps, une fois exhumé et parti de la France, ce vol sera détourné du côté d'Oyo, puisqu'on nous parle des histoires c'est ce que nous entendons, de 7 milliards de CFA que la famille aurait perçu et que éventuellement ils prendront possession de ce corps. Est-ce que vous avez eu vent de tout ça, Albert Lombo? L'expérience peut nous enseigner un certain nombre de choses. Vous comprenez que au Congo, nous sommes dans une dictature. Hein, et nous pouvons avoir des belles initiatives. Enfin, le pouvoir peut avoir des belles initiatives. Non, nous voulons vraiment juste lui rendre des honneurs, comme ceux qui veulent l'amener le disent. Mais nous avons vu le corps du colonel Ibala. Le corps du colonel Ibala n'a pas subi ce que d'autres corps ont subi. Le colonel Ibala, une fois arrivé à Mosenjo, quand il est enterré, l'armée a fait 1 an en train de garder sa tombe. Est-ce que c'est reconnu? L'armée a gardé sa tombe et je ne sais pas, après le départ de l'armée, est-ce que la famille a regardé dans cette tombe si le colonel
Lissoubala existe là-dedans. Et s'il existe là-dedans, en totalité, donc, ce n'est pas un secret. Ce problème des rituels, du pouvoir, ce n'est plus un secret. Tout le monde le sait et ce n'est pas la tête de Lissouba qui va être servie à ces derniers-là. Ça, il faut qu'on se comprenne. Le mécanisme est avec ceux-là c'est ceux qui veulent amener le corps, qui peuvent décrire tel que nous, qui ne voulons pas amener le corps, décrivons ce que eux, ils ont reçu comme mission. Et c'est ce que j'ai dit hier en Inzebi, que nous n'avons plus d'hangars, nous n'avons plus de villages, nous avons été déracinés de nos terroirs. Les raisons. Alors là, je sens qu'il y a un qui problème. s'en moquent ne comprennent pas l'intérêt des réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux parce qu'il est impossible que demain, nous nous retrouvions dans un hangar pour régler les problèmes. Nous n'avons plus tous les vieux sont morts. Il reste peut-être nous autres là qui venons d'atteindre la cinquantaine, la soixantaine. S'il y a des gens qui ont des bribes de tradition, c'est en ce moment-là qu'ils s'expriment. Et c'est pourquoi je m'exprime. Albert. Donc, il n'y a que eux à démontrer comment le Munzebi n'a jamais eu, les Banzabi n'ont jamais eu la culture de déterrer les gens pour des rites. Non. Nous avons le Nzobi. Nous avons le Ngoyi. C'était des tribunaux. C'était des palais de justice. Et on ne pouvait pas blaguer. C'est pourquoi Lissouba lui-même dit sur les antennes que je n'ai pas attendu, dans ma culture, on n'a pas attendu l'avènement de Jésus pour savoir qu'on ne peut pas tuer, pour savoir qu'on ne peut pas voler, pour savoir qu'on ne peut pas mentir, ainsi de suite. Si on peut se référer aux 10 commandements de Dieu. Donc, c'est à eux d'expliquer le mécanisme par lequel ils vont prendre ce corps-là et qui est malade au Congo pour que l'on dise que la famille Lissouba devient, comment je peux dire, des produits pour soigner. Hein? Je vous ai parlé au départ que notre ethnie a des carences. C'est pourquoi hier j'ai parlé en langue. Bissema. Issemon, pourquoi ça devient Issema? Ça devient une ordonnance. Ça devient un produit qu'on doit ordonner, que ça doit être pris dans cette famille-là. Alors, parce que le problème... venait de mourir là. Albert? Est-ce qu'on a senti cet engouement? Albert? Oui. Oui. Le paradoxe, c'est que dans l'opinion, nous savons que, pas dans l'opinion, qu'il y a un autre corps qui est là en France pour lequel le gouvernement ne sait pas. Nous n'avons pas eu ce genre de rumeurs, notamment les pressions pour le corps notamment du président Yombi Opango. Pourquoi l'accent est mis sur Pascal Lissouba? On croit que ça devait garantir une pérennité au pouvoir, une fois ce corps manipulé, comme on le dit. Pourquoi ne parle-t-on pas de Yombi Opango? Vous avez tout dit, vous l'avez dit vous-même. Pourquoi on ne parle pas de Yombi Opango? Pourquoi aujourd'hui on veut ramener en plein, on dit qu'il y a le corona, on dit qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais aller plus loin. Est-ce qu'on doit dire que la famille Yombi est peu enclin à verser dans ce genre de propositions ou d'offres alléchantes? C'est tellement, comment dirais-je, vous savez, ça me pousse à aller au-delà de ma compréhension de cette affaire. Parce que ce que nous comprenons, ce qu'on nous dit, ce qui se fait, c'est incompréhensible. Comparer Yombi à Lissouba,
si le pouvoir en place, disons, appelons chef par chef, si Sassou avait besoin d'un corps d'un président de la République ou d'un ancien président de la République, puisque lui, il est encore en poste, mais je crois qu'il a donc fini de faire tout ce qu'il a à faire avec le corps de Youlou, qu'il a fini. On ne connaît pas là où se trouve le corps de Massamba Deba, et qu'il a fini de faire tout ce qu'il veut avec le corps de Ngwadi. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas commencé ce qui se fait, ce qui se prétend faire sur le corps de Lissouba à partir du corps de Yombi. C'est l'étonnement. Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est pourquoi je me dis, est-ce que c'est une réalité cette affaire? Et si c'est une réalité, moi je demande à M. Ngamassa, je demande à Gabi Lissouba, je demande à Laurentine Bakenga de prendre les réseaux sociaux et de nous expliquer exactement ce qui se passe. C'est une interpellation. Alors maintenant venons-en à la réalité qui couvre. Est-ce que, comme tel, il y a là un bras de fer entre les deux camps de la famille? Est-ce que, par exemple, eux ont décidé d'aller au tribunal ou de s'adresser à la mairie de Perpignan pour régler le problème? Il n'y a pas de bras de fer. On n'a pas besoin de termes politiques là. On n'a même pas besoin de termes de guerre là. Il ne peut pas avoir un bras de fer. Ils n'ont qu'à se contenter de soit d'aller s'occuper de ce qu'ils ont à s'occuper au Congo, puisque ce sont des députés. Laurentine est allée pour se faire nommer dans la compagnie où se trouve son village, parce que son père était un patriarche à Mayoko, Loba. Elle peut aller se faire nommer là-bas. Elle peut aller rester là-bas. Il faut qu'elle parte, si ce n'est pas vrai cette affaire. Mais si c'est vrai, mon frère, ils vont maudire. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Ils vont disparaître pourquoi? Parce que là-bas, s'ils ont reçu une mission, ils ne vont pas mettre pied sans ce qu'on leur a demandé. Et si c'est vrai, ils vont rester à Perpignan là, en train d'attendre ce que nous disons, Marraine Makel Boada. Ça veut dire quoi? Que quand la panthère est arrivée, quand elle avait vu une chauve-souris comme ça, la panthère s'est dit non, j'attends. Chauve-souris là va bientôt tomber. Je vais manger. Elle a attendu jusqu'au soir quand le chauve-souris s'est envolé. Marraine Makel Boade, ce qu'ils vont attendre en France là, ça ne va pas être à leur disposition. Et ça, c'est à tous les moyens. Parce que je ne connais aucune personne, que ce soit du côté de son père, que ce soit du côté de sa mère Bouanga, du côté de son père Albert Lissouba, qui attend le corps là-bas. Les enfants de Mboumini, Paul, l'oncle de Lissouba, sont en France là. Les enfants de Tekese sont en France là. Oui. Les enfants de Mambundi sont en Europe. Les enfants de Mubungulu, Bernard, il y a que ceux qui sont au Congo savent pourquoi ils sont là-bas. D'autres ne sont pas au Congo. Voilà, donc personne n'attend ce corps au pays. Il n'y a personne qui attend le corps au pays. Nous pensons, par rapport à ce qu'il a été chef de l'État, le jour où quelqu'un, un Congolais de bonne foi, prendra le pouvoir et pensera aux us et mers du pays,
va organiser des stèles ou des monuments pour tous les chefs d'État. Vous avez suivi sur les ondes ce que Lissouba avait proposé. C'est lui qui a donné le stade Massamba Débat. C'est au cours de son règne que le stade de la Révolution est devenu le stade Massamba Débat. Et il avait dit, si il faut réhabiliter les chefs d'État, il faut aller réhabiliter, comment tu l'appelles, Youlou. Il faut réhabiliter, comment vous l'appelez? Alors, Albert Lombo, nous allons conclure cette émission. C'est le temps peut-être de rassurer la population, de rassurer la diaspora, les parents au village sur les dispositions prises éventuellement pour garder dans ces lieux, ces cimetières, j'espère bien sécurisés, le corps du professeur Pascal Lissouba. Un mot pour rassurer ceux qui vous écoutent. Oui, merci, mais avant de rassurer les populations, je m'en vais dire que si nous avons pris la parole au niveau des réseaux sociaux, c'est effectivement pas pour l'objectif de diviser la famille ou la parenté, c'est effectivement pour dire que chez nous, il faut dire que percer, c'est-à-dire que dénoncer un certain nombre d'habitudes, c'est raffermir l'amour. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et la vérité nous affranchit. Et dans une famille, ceux qui s'aiment, ce sont ceux qui se battent. Ce monsieur auquel nous faisons allusion avait déjà dépassé l'entendement de la famille. Si il a été, on a porté un drapeau sur son cercueil, ce n'était pas l'œuvre de la famille. C'était maintenant l'œuvre d'une autre famille qui est au-delà de la famille nucléaire. Donc, aux Congolais, aux militants de l'UPADES, aux sympathisants de l'UPADES, nous le disons haut et fort que c'est maintenant que l'éternité de Lissouba commence. C'est maintenant qu'il faut faire valoir son héritage spirituel, moral, intellectuel, matériel. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut lutter pour que l'on ne le tue pas beaucoup de fois. Il a été tué beaucoup de fois. Vraiment, même par les parents. De grâce, que ces parents-là entendent la raison. Que ces parents-là travaillent. Que ces parents-là ne pensent pas que l'argent-là, il va les servir. Non. En temps normal, Allez-y, Albert. En temps normal, j'aurais pu leur dire, moi, que prenez à mener le corps de Lissouba. C'est Gabi qui a oublié ce qui se trouve dans sa maison. Pour de l'argent. Gabi a oublié ce qui est dans sa maison de manière spirituelle et de manière culturelle. Je le dis, il faudrait qu'un jour qu'il s'en rende compte qu'il a choisi un mauvais chemin et qu'il sait que ces papas-là, c'est une puissance. Et si
Il était vrai que lui, il est mandaté. Il était question qu'il se pose la question de savoir pourquoi lui et pourquoi on lui mandate à une sale besogne qui n'existe nulle part. Pourquoi Lissouba? Pourquoi lui? Pourquoi Lissouba? Qu'il essaye et je verrai qui il va trouver à Tingidi, qui il va trouver à Brazzaville. Et même celui qui cherche son corps là, je crois qu'il ne le recevra plus. Et c'est en ce moment qu'ils s'en rendront compte que le monde n'a pas encore fini, que les traditions ancestrales sont encore là, avec ce corps-là, le corps du professeur Pascal Lissouba. Il connaît, je crois que Gabi connaît son nom. Il connaît ses noms, non? Il connaît son nom. Nroum, Mound, ça sont les noms de Lissouba. Il connaît ses origines, les origines de ces noms-là, non? Gabi. Ce n'est pas à moi de lui apprendre. Je crois qu'il doit porter un autre nom aussi de Lissouba, inconnu du monde public. Je rassure le peuple congolais que respectons nos mœurs, respectons nos traditions, allez aux sources. Je suis aux États-Unis, regarde. I love my roots. J'aime mes racines. C'est l'Afrique. Les racines de l'Afrique. Et les racines de l'Afrique dépendent des racines des tribus. Parce que l'Afrique, c'est une mosaïque des tribus, des cultures et des mœurs. Donc, je les rassure, venons, qu'ils nous rejoignent au combat de pouvoir restituer tout ce que Lissouba a eu à faire, de réhabiliter sa mémoire et de réhabiliter les fondamentaux de l'héritage qu'il a laissé au peuple congolais. Je dis ici haut et fort que le parti l'UPADES était créé pour que le Congo soit un pays phare en Afrique. Comme la France, moi je ne peux pas parler de toute l'Europe, comme la France n'aime pas l'émergence de ses colonies et elle est à l'origine des assassinats des illustres personnes qui veulent faire émerger l'Afrique, dont Lissouba, c'est ainsi que tous ceux qui ont complété contre Lissouba ont ignoré qu'il était en train de comploter contre le Congo. Réhabilitons, venons, retrouvons-nous vers ce combat. Réhabilitons ce parti. Il y a bien de personnalités qui maîtrisent bien le projet de société, la doctrine, tout ce que Lissouba a créé des Lissouba. Des Lissoubistes, je vais dire des Lissoubistes. Parce que nous avons une devise au CRU. Le CRU, c'est le Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES. Nous avons une devise là, nous disons, nous sommes Lissoubistes, mais nous ne sommes pas Lissouba. Nous savons pourquoi. Nous allons avoir des débats pour essayer un peu d'expliquer pourquoi nous sommes Lissoubistes et non Lissouba. Donc, j'invite tous les Congolais à nous rejoindre du côté de la vérité, du côté des valeurs du professeur Pascal Lissouba, parce que ce sont des valeurs universelles. Nous avons une preuve là. Le coup d'État contre Lissouba Pascal était le coup d'État contre le Congo. Et comme le coup d'État là est permanent, nous regardons dans quelle situation se trouve le Congo aujourd'hui. Ceux qui n'arrivent pas à gérer le Congo cherchent maintenant sa tête. Dans sa tête là, c'était l'intelligence que Dieu lui a donnée. Personne, même en prenant la tête là, tu ne seras jamais comme lui. Jamais. Ces genres de personnes, on en fabrique. Dieu n'en met que par siècle. Jamais. Surtout que nous avons précipité, nous avons tué des gens au Congo. C'est sûr et certain que parmi les gens qu'on a tués, il devait avoir peut-être quelqu'un qui devait émerger pour arranger le pays. Et c'est ça ce que veulent nos détracteurs avec leurs valets locaux.
Voilà tout ce que je pouvais dire. Voilà comment je conclus. Et je crois que nous aurons d'autres occasions pour aller plus loin dans cette affaire qui aujourd'hui ne prend pas fin. Il y a des gens qui doivent l'arrêter. Ce sont ceux-là qui sont indexés. Ils doivent nous prouver. Parce que pour le prouver, Jean Lewis, il faut aller au Congo. Les personnes aujourd'hui indexées et que les noms sont cités là, doivent aller vivre au Congo. S'ils ne vont pas au Congo parce que là-bas, ils doivent remplir la mission à travers laquelle ils sont venus, s'ils ne partent plus au Congo, c'est qu'ils sont dedans. Et j'invite les miens, s'ils ont pris de l'argent pour autrui, pour remplir cette mission, ils n'ont qu'à venir me rejoindre ici aux États-Unis en exil. Ils n'ont qu'à venir rejoindre les autres qui sont en exil au Canada. Il y a beaucoup qui sont en exil au Brésil. Il y en a d'autres qui sont à Londres. Ils n'ont qu'à venir. Ils ne sont pas obligés de vivre là-bas. Parce que là-bas, le monsieur-là ne fait pas la politique. Sassou ne fait pas la politique. Sassou fait, aujourd'hui, il travaille pour sa survie. La politique, il ne la fait plus. Et comme le pays est sacré, il peut rapatrier ses fonds en cachette pour vivre, pour survivre en attendant qu'il meure pour que quelqu'un vienne le sauver ou quelqu'un vienne sauver le pays. Mais le pays est en train de mourir avec lui. Il ne fait pas la politique. Parce que quelqu'un qui fait la politique ne peut pas tuer celui qui lui a amené au pouvoir sous les caméras d'une radio étrangère, RFI. Tsuru est mort, Tsuru a été attaqué pendant que tout le monde entier est en train de voir les hélicoptères survoler, de voir, d'entendre les cris de Tsuru. C'est quand même inimaginable. C'est inimaginable. Je ne vais pas là, je vais dire à mes frères que quitter le Congo maintenant là que je parle. Parce que ce que je parle là met les gens en danger là-bas. Quitter le Congo, ils doivent quitter le Congo pour venir en exil. Parce que ça là, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà ce que je tenais à dire à mes parents. Voilà, merci donc Albert Lombo d'être venu mettre la lumière sur cette affaire de rapatriement secret ou précipité des restes du professeur Pascal Lissouba. Donc Albert Lombo qui est monté au créneau pour stigmatiser les comportements de certains membres de la famille. Alors Albert Lombo, merci une fois de plus et plaisir de vous retrouver dans les toutes prochaines émissions.